J'aimerais commencer par un acte de contrition. On a quand même réussi, nous, à faire la contre-révolution. Il y a 5 hommes à la tribune. Donc, il va falloir qu'on... Donc, mes excuses, mesdames, et vous avez le droit de trouver ça profondément choquant. Cet exercice de contrition passé, je pense qu'on est dans un cadre un peu trop rare ce soir et qu'on essaye de privilégier les expériences de notre joint venture. Il y a à la fois des élus, vous n'êtes pas, messieurs, dans la même famille politique, sauf erreur de ma part ou scoop survenu cet après-midi. Un chercheur très renommé, dont je suis aussi très fier de la présence, des entrepreneurs, évidemment Nicolas et ceux qui sont dans la pièce, pour discuter d'un sujet qui est un sujet en fusion, qui est le numérique. Moi j'ai envie de commencer par une première question, puisqu'on a dit au fond qu'on ne ferait pas d'intervention longue et puis qu'on partirait de ce que vous pouvez nous dire ici. Merci, j'y reviendrai, il y a déjà quelques interventions. Est-ce que les uns et les autres, du poste d'observation qui est le vôtre, vous êtes d'accord avec le fait qu'il y a une révolution numérique, qu'elle va changer les choses, ou est-ce qu'au fond c'est confortable de le dire, et puis c'est un peu rhétorique parce que vos élus, vos administrés ont envie d'entendre qu'il y a cette révolution, vous la prenez en compte, et puis au final ça ne change pas grand-chose de vos pratiques. Alors je m'adresse aux deux élus, et puis en synthèse, on reviendra vers vous, le chercheur, pour nous dire si dans vos travaux de recherche, dans vos terrains, vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience, ou est-ce qu'on est au fond dans du marketing ou dans un gimmick commercial, pour reprendre l'expression qui était celle de Nicolas. Qui de vous deux veut commencer sur cette première interpellation, révolution numérique ou pas? Édouard? Bonjour. Bonjour. Je suis normand, et alors évidemment ça peut vouloir dire, et ça peut imposer aux Normands de faire la réponse du oui et non, mais je ne vais pas faire ça. Je vais d'abord dire que j'ai trouvé passionnant ce que disait Nicolas, et en même temps, je trouve que y a beaucoup de portes qui ont été ouvertes, beaucoup de sujets qui ont été traités, dont certains sont très propres au développement du numérique, dont d'autres, à mon avis, sont assez indépendants au développement du numérique. Et je voudrais, non pas du tout pour... mais les mentionner, pour dire ceux sur lesquels moi j'ai quelque chose à dire, et puis il y en a d'autres sur lesquels j'ai rien à dire. On a évoqué la question de l'organisation des territoires, en commençant la conférence par un sujet sur l'organisation administrative et politique des territoires. Je trouve la lecture industrialiste de cette organisation, par opposition à une lecture qui serait plus numérique, à la fois passionnante, et en même temps je ne sais pas si on peut faire autrement, mais en tout cas je la trouve passionnante. Il y a cette question de l'organisation administrative et politique des territoires. Il y a aussi la question de l'organisation matérielle des territoires, qui n'est pas sans lien, mais qui ne s'y résout pas et qui ne s'y résume pas. Quand je dis l'organisation matérielle, c'est un sujet de prédilection pour vous, c'est la question concentration-répartition. Cette question concentration-répartition dans l'organisation des territoires, c'est une question ancienne, très ancienne. Je suis d'ailleurs pas totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit, notamment par exemple sur l'impact d'une ligne TGV sur un territoire donné. Ça j'avais noté de t'interroger là-dessus. Non, mais moi j'ai la lecture inverse. Donc c'est intéressant, je suis curieux que vous me disiez ça. J'ai la lecture inverse. Et alors, sur ce sujet de concentration-répartition sur le territoire, il y a des avis qui sont très tranchés. Et il y a évidemment des avis qui sont très directement dictés par l'intérêt qu'on a. Par exemple, quand vous êtes maire d'une grande ville, vous trouvez que la concentration, c'est plutôt bien. Quand vous êtes un élu de monde rural, vous vous battez pour faire en sorte qu'il y ait encore quelque chose chez vous, et c'est difficile, et donc vous considérez que c'est vachement important de répartir sur le territoire. Bon. Mais si on sort de ce discours lié à l'intérêt, pas personnel, mais l'intérêt politique ou l'endroit d'où l'on parle, on va dire, ce débat entre concentration-diffusion ou concentration-répartition, il est extrêmement intense. Moi, je suis plutôt partisan des concentrations. C'est-à-dire qu'il y a deux trucs, et deux trucs seulement que je comprends en économie, c'est comment est-ce qu'on fixe un prix, et qu'est-ce que c'est qu'un avantage comparatif. Et donc l'idée que le pouvoir central essaie de développer les points forts d'un territoire me semble très nécessaire. Très nécessaire. Donc moi je suis plutôt dans le débat entre concentration et répartition, je suis plutôt sur l'aspect concentration. En respectant tout à fait ceux qui ne sont pas forcément d'accord.
Vous avez évoqué, deuxième sujet, l'aspect numérique et démocratie, mais vous l'avez simplement évoqué. Or, dans la transformation de la vie des territoires, et de la vie politique, mais pas seulement de la vie politique, de la vie des territoires, évidemment le numérique, alors là pour le coup c'est une révolution, et moi j'en mesure pas tous les aspects, mais je mesure qu'elle est puissante et qu'elle peut transformer des choses. Et en même temps, je ne suis pas sûr qu'elle ira jusqu'à transformer le besoin de serrer une louche, d'avoir un contact physique avec quelqu'un, le besoin d'incarnation, le besoin d'enracinement, le besoin... Bon. Mais je reconnais que là, il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer. Puis vous avez parlé de développement de l'économie numérique aussi sur les territoires. La dernière chose que je voudrais dire, parce que je suis un peu confus, il faut dire qu'il a quand même ouvert les portes. Mais la dernière chose que je voudrais dire, c'est que moi, je suis élu d'une ville portuaire que évidemment, vous connaissez parfaitement. La logique de flux, on la connaît. Mais pour nous, les flux, ils sont matériels. La logique de concentration sur un territoire, on la connaît. Et on la porte d'une certaine façon. On parle ici de numérique, et le numérique, il est instantanément mis en relation avec le côté virtuel ou désincarné, immédiat, rapide. Moi, de ce côté-là, je suis un représentant de l'Empire. Réactionnaire si vous voulez, mais en tout cas un représentant de l'Empire. Je ne suis pas chez les barbares. Moi, je vis dans un monde où 80 à 85% du commerce physique de marchandises, il passe par la mer. Mais vous aussi, vous vivez dans ce monde-là. On vit dans un monde où tout passe par les bateaux, tout, et plusieurs fois. Et donc tout passe par les ports, et plusieurs fois. Et moi, ce que je sais, c'est que le monde dans lequel je vis, c'est un monde où l'accumulation des lieux de production se fait près des zones portuaires ou bien connectés aux zones portuaires. Alors, ce n'est pas de l'économie numérique, mais c'est ce qui se passe. Quand vous faites 1 million de containers en plus dans un port, vous avez non pas simplement de la création d'emplois sur le port, des implantations industrielles dans les 10, 50, 100, 200 km. C'est obligatoire, ça explique le trafic et ça suscite la production industrielle. Et ce n'est pas du tout neutre en termes d'organisation du territoire et en termes d'organisation de flux. Et je trouve que ces logiques d'organisation des territoires et de concentration autour des lieux portuaires, elles me semblent aussi puissantes, peut-être qu'elles n'ont pas vocation à être aussi puissantes dans le temps, mais j'en suis pas sûr, en tout cas je pense qu'on peut en discuter, aussi puissantes que les logiques d'implantation d'entreprises liées au numérique, liées à la propriété intellectuelle, liée à la production intellectuelle qui s'enracine sur un territoire. Autrement dit, on vit, et encore durablement, même avec le numérique, dans un monde physique, où on s'habille, où on s'assoit sur des chaises, où on est sur du parquet, où on a un micro pour parler, et où tout ça passe par des ports et est produit quelque part. Et il ne faut pas l'oublier, parce que ça explique aussi beaucoup les aménagements de territoire et éventuellement les déséquilibres de territoire. Merci, j'en profite avant de laisser la parole à Luc pour une première réaction, puis à Grand Davzi, pour relayer deux ou trois questions qui pourront nous aider les uns et les autres à méditer. Quel est le pourcentage des entrepreneurs parmi les hommes politiques en France et aux États-Unis? Donc j'imagine que c'est une invitation à savoir si ceux qui aujourd'hui sautent aux affaires, au fond, ont meilleur logiciel pour appréhender la révolution numérique. C'est comme ça que je l'interprète. Donc je sème des graines, comme ça vous pourrez y revenir. Nicolas, il y avait une question pour toi, mais on y reviendra à la fin. Et puis c'est pas le débat ce soir. Comment réduire la dette publique? À supposer qu'il faille le faire. Donc tout est dans la nuance, sans encadrer les dépenses publiques locales. Je propose qu'on n'ouvre pas le débat ce soir, mais voilà, la réaction est là. Voilà, j'égrainerai un pardon de ces petites saillies dans les échanges, mais il faut absolument que je rende justice à ceux qui font l'effort de contribuer. Il y a d'autres choses que je vous dirai tout à l'heure. Luc. Oui. Alors moi je m'inscrirais plutôt du côté des barbares, dans ce qu'on évoquait tout à l'heure. Moi dans ce monde politique numérique, je me vis plutôt comme un hacker que comme quelqu'un d'installé dans le système. Hacker plutôt dans le sens anglo-saxon du terme, parce qu'en France on le vit souvent comme la notion de pirate, mais plutôt hacker, toi qui évoquais la mer tout à l'heure et les bateaux, pas le côté pirate, mais plutôt le côté corsaire, et le faire au service de la France.
Et ce côté hacker qui est bien dans l'appellation anglo-saxonne, c'est aujourd'hui le constat que la révolution numérique, moi j'étais d'accord avec Nicolas, elle a été faite. Aujourd'hui, la mutation numérique en France, elle n'a pas été faite. Ce n'est pas la même chose. La révolution numérique, elle dépasse largement la mutation de nos écosystèmes, de nos industries, et en particulier peut-être de notre administration et de nos collectivités, ou en tout cas de l'ensemble des structures que nous avons à gérer. Et on ne peut pas rester dans ce statu quo. On est dans un schéma aujourd'hui où il faut qu'on sache dépasser à la fois le constat et aller dans la réalité de l'exercice. Alors je vais essayer de m'y plier. Moi j'ai apprécié la référence tout à l'heure à la République numérique. Mendes France avait rêvé une République moderne. Je crois qu'aujourd'hui, le numérique doit nous permettre cette République moderne, cette République numérique, parce que c'est un vrai sujet politique, au sens le plus noble du terme. On n'est pas sur un sujet économique, quelque chose qui viendrait dépasser, mais aujourd'hui, ça vient toucher chacun des citoyens. Je crois que le cycle de conférence s'y prête bien. Moi, je voudrais juste peut-être dire deux choses, puisque tu interrogeais sur l'échelon local. Alors, il y aurait 1 milliard de commentaires à faire, de propositions ou de précisions à demander sur l'ensemble de ce qui a été évoqué dans le début de la présentation. Je m'attendrais peut-être plutôt sur la partie qui est à la fin. Moi, je suis élu d'Angers, qui aujourd'hui est une ville qui est en province, qui pour autant vit aussi la place du numérique, la place des startups, la place de ce développement, avec une chance en plus, c'est qu'on est la ville des franchises en France, et qu'aujourd'hui, une franchise qui veut s'installer ou se créer, c'est le public angevin, les clients angevins qu'elle vient tester. Et cette notion de franchise, elle est sur le commerce classique, elle est sur le commerce de rue, les enseignes qu'on voyait tout à l'heure. Aujourd'hui, on est une ville test pour l'ensemble des marques, voire même maintenant sur les produits. Là, on évoquait le covoiturage, la start-up de covoiturage de la SNCF. On évoquait les concurrents, mais elle est installée sur un écosystème numérique angevin. Je voudrais juste dire 2 mots d'Orium et des objets connectés et de ce que sera le commerce demain, puisqu'on évoquait la réalité de la manière dont ça va toucher les uns et les autres. On a la chance d'avoir sur notre territoire une société qui très vite a compris qu'il ne fallait pas juste faire de la livraison pour tel ou tel prestataire, aller chercher dans son usine ses capsules de café ou les vêtements ou les chaussures, mais qui avait un service à proposer et donc qu'il pouvait lui-même tout stocker dans ses hangars et gérer directement les commandes pour la société et s'occuper directement des livraisons dans des délais qui sont tout à fait incroyables. Aujourd'hui, cette société qui vit de ça a compris que l'évolution ne serait plus sur ce service-là, mais sur les commerces qui sont dans nos villes, qu'on veut maintenir, et qu'aujourd'hui, nos libraires viennent nous voir régulièrement, je suppose que c'est pareil au Havre, pour nous dire la concurrence d'un Amazon n'est pas supportable, même la Fnac fait livrer, et on n'y arrive pas. Le commerce demain, et je vais en terminer là avec un tout petit mot sur les objets connectés, c'est certainement de prendre conscience de ce que c'est le numérique. Je vais juste citer 2 exemples. Vous allez dans un magasin de vêtements à midi à la pause, vous essayez 2-3 choses, vous hésitez, vous prenez pas et vous repartez. Puis une fois que vous êtes reparti, vous vous dites finalement j'aurais dû prendre le pull que j'ai essayé. Si demain votre commerçant n'est pas capable de vous offrir une solution pour quand 2 heures après vous avez choisi et que vous puissiez confirmer la commande de ce que vous avez essayé, la couleur, la taille que vous avez choisie, et qu'il vous le livre sur votre lieu de travail avant la fin de la journée ou qu'il vous soit livré à votre domicile le soir même ou le lendemain, nos commerces de proximité ne tiendront pas. À nous de les accompagner, et je crois que c'est là le rôle des services, des pouvoirs publics, de pouvoir les accompagner à passer le cap de cette révolution. Et puis, je terminerai juste sur les objets connectés. La Cité des objets connectés s'installe à Angers. On a là des réalités qui sont bien plus larges que ce qu'on connaît aujourd'hui, des trackers d'activité ou des oreillettes Bluetooth qu'on a depuis longtemps, et puis des petits gadgets ou différents drones. C'est demain le maintien à domicile des personnes âgées, c'est énormément de services, et tous ceux qui vont accompagner l'évolution, la révolution, peut-être enfin, ce que j'évoquais tout à l'heure comme mutation des pouvoirs publics. Et je crois que c'est là qu'il faut savoir ancrer de la valeur. Pourquoi Angers a été choisi, au-delà du fait que moi je tenais à ce que ce soit là-bas, ça ne suffit pas. C'est des industriels qui ont choisi parce que sur place, il y a un écosystème. L'écosystème, il n'est pas que numérique. C'est à la fois une filière électronique, parce qu'il faut produire, c'est à la fois une filière autour de l'industrie et notamment de la production, tout ce qui est de la filière métallurgie, plasturgie
y compris la filière bois, qui est aujourd'hui grosse consommatrice notamment d'objets connectés dans la domotique. Eh bien, tout cet écosystème, c'est ce qu'on construit dans nos territoires, qui fera que le numérique sera un acteur de développement, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le côté corsaire, hacker, plutôt un côté de développement, plutôt que d'être dans la résignation et le défensif. Le discours qui est le nôtre aujourd'hui des politiques en général vis-à-vis d'Uber, d'Airbnb est juste pas tolérable. La loi telle qu'on l'a abordée, et je terminerai par là, c'était de dire il y a un mec génial qui a inventé une appli, en plus il l'a inventé un 1er janvier à Paris, parce qu'il ne trouvait pas de véhicule pour rentrer après sa soirée, et on lui dit ben voilà, cette appli elle est fantastique, ça marche tellement bien qu'on va la donner aux taxis, comme ils ne sont pas capables de la faire tout seuls, eh bien on va payer pour eux, et c'est l'État qui va payer pour eux, et en plus de payer pour eux, on va l'interdire au VTC, parce que ce serait quand même bien qu'on maintienne nos taxis. Il faut sortir de ce schéma défensif, il faut enfin, plutôt qu'on accompagne notre écosystème d'industrie, de production, notre écosystème de commerce, à passer cette mutation numérique. Alors, j'essaye moi de suivre le flux de vos questions nombreuses. Merci Luc, je vais rebondir et sur la cité des objets et sur une affirmation de Nicolas. Les startups ne quitteront pas le territoire s'ils y ont grandi, même si Dublin leur fait les yeux doux, point d'interrogation. Donc là, il y a une question qui évidemment dépasse le cadre territorial, en tout cas qui est celle, j'imagine, de la fiscalité et du cadre national sur laquelle on pourra revenir. Avant de passer la parole à Grand Davzi, peut-être deux réactions. La première, c'est à vous écouter, la révolution numérique renforce l'opposition métropole versus rurale. N'est-ce pas au contraire une opportunité d'accès élargi ? Donc peut-être qu'il faudra qu'on creuse dans la discussion cette opposition des territoires que tu as présentée, Nicolas, et voir si elle vous paraît pertinente. Et puis il y avait une autre question dont je confesse que je l'ai moins comprise, mais qui me paraissait sensée, sur au fond la question de la densité de la population sur le territoire. Au fond, on voit bien que la répartition des actifs sur le territoire dépend également des densités de population, ce qui présente évidemment une France aux mille visages, et pas seulement, j'ai envie de dire, impactée par le numérique, mais par sans doute des choses plus anciennes, plus historiques ou géographiques. Voilà, je suis désolé, hein, c'est décousu, mais c'est intéressant de prendre vos réactions au fil de l'eau. Il y en a beaucoup d'autres, j'y reviendrai. Grand Davzi, on a entendu deux maires, donc j'ai envie de dire deux révolutionnaires, hein, mais deux profils de révolution assez différentes au final. Hein. Oui, mais il faut mettre le curseur au milieu, entre l'immatériel, le barbare immatériel et le matériel assis sur sa chaise, sur un plancher. C'est entre les deux que ça se passe. C'est une fusion des deux. Moi, j'ai longtemps travaillé comme rapporteur de groupe de l'OCDE. Il y avait un grand débat qui était un peu la même chose, qui était le débat industrie-service. D'une certaine façon, ça revient un peu au même. Les uns disaient l'industrie c'est fini, on n'en parle plus. Il n'y a que les services qui vont créer de la richesse. Et puis d'autres disant attendez, l'industrie ça compte. La vérité, moi j'avais fait un rapport, c'est que c'est la fusion des deux. C'est la fusion du matériel et du immatériel en fait. Bien sûr que quand j'entends monsieur le maire nous dire que le bateau, le transporter des gros bazars qui pèsent très lourd en bateau, c'est fondamental dans l'économie mondiale, il a parfaitement raison. On le sait très bien, c'est le mode de transport le moins cher. On l'a encore vu d'ailleurs quand il y a eu une hausse du prix du carburant, le baril de pétrole à $150. Rappelez-vous, c'était avant l'été 2008, avant la crise des subprimes. Relisez la Tribune, les Échos, etc. Le nombre d'experts qui ont dit... alors c'était la fête au Havre, hein, à ce moment-là, parce que tout le monde a dit, terminé, on relocalise les activités près des ports, parce que ça va être le... Mais en même temps, oui, ça c'est vrai, mais en même temps, on sait très bien que vous envoyez un paquet de Séoul à Paris. Le prix du transport se divise en trois parties. Une partie qui va être Séoul-Le Havre, énormément de kilomètres pour pas très cher. Deuxième partie, équivalente en prix, ça va être Le Havre-Paris. Une troisième partie, c'est le dernier kilomètre. Et d'ailleurs, sur le dernier kilomètre, là, on peut se poser la question de savoir si c'est pas justement là où on va commencer à avoir un intérêt à regarder ça avec une approche un peu numérique, comme... Donc c'est le mélange du matériel et de l'immatériel. La révolution, disons, depuis les années 80, ça a été effectivement l'introduction de l'immatériel dans le matériel. Et pas seulement, c'est pas que la question de la disparition du matériel au profit de l'immatériel. Si vous regardez d'ailleurs ce qui fabrique de l'immatériel, c'est de la machine. Ce micro, transfert de l'information,
cet appareil de transfert d'information. J'ai un peu mal au crâne, on va me faire un IRM à l'hôpital du coin. C'est une énorme machine qui coûte une fortune, une machine industrielle. Après, je me rue dans le métro, je mets mon ticket dans la machine, je rentre dans un métro automatique, etc., etc. Je peux continuer comme ça longtemps. Alors, je prends une bagnole qui me dit bonjour, parce qu'elle parle, ma voiture, c'est bourré d'informations, etc., etc. Où elle me dit, attention, le pneu arrière gauche est un peu dégonflé. Bon, donc, on est dans cette espèce de fusion complète du matériel et de l'immatériel. Alors, pour revenir à la première question que vous m'avez posée, qui était effectivement... Est-ce qu'on est vraiment passé dans cette ère numérique? Oui, dans cette ère de fusion du matériel immatériel. Oui, depuis longtemps, progressivement, mais moi je répète, à l'OCDE, c'est des questions dont on parlait dans les années 80. Il y avait à l'époque un économiste britannique qui était très connu, que tout le monde citait, qui s'appelait Goddard, avec 2D, Goddard, qui avait fait un chiffrage de ce qu'il appelait les emplois informationnels. On parlait de traitement de l'information. Hein. Les emplois qui fabriquaient, faisaient circuler, traitaient de l'information. Et on était déjà dans les années 80 sur des pourcentages absolument considérables. On était à 60% des emplois des pays de l'Europe de l'Ouest étaient déjà des emplois informationnels. Donc on y est totalement. Alors en même temps, si je prends le cas français, moi de mon point de vue, je trouve, il y a eu tellement de choses qui ont été dites qu'il va falloir me donner un coup sur la tête pour m'arrêter, parce que je pourrais parler pendant 3 heures avec tout ce que j'ai entendu. J'ai pas pu prendre toutes les notes que j'aurais souhaité, parce que j'avais oublié mon crayon, donc j'ai pris des notes sur mon téléphone. Je vais essayer de rester sur un ou deux points seulement, sinon je serais trop long. Sur le cas de la France, moi le sentiment que j'ai, c'est que à certains égards, on marche très bien. On marche d'ailleurs d'autant mieux qu'on est très bon. Hein. Tout ce qui est programmation logicielle, on est quand même, en France, on est dans les bons du monde entier. Hein. Et quand on entend la question, les startups sont fidèles au territoire ou pas, prenez les jeux électroniques qui sont quand même ce qu'il y a de plus sophistiqués en matière de logiciels, on a quelques mauvais souvenirs. On a les entreprises françaises qui sont parties s'installer au Canada, hein, parce que finalement on leur a offert des conditions qui étaient meilleures. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que la société s'est saisie de ces instruments. On l'a évoqué, Uber, on voit plein de solutions qui sont des solutions évidentes, mais qui sont des solutions développées par des petites entreprises qui ont beaucoup de succès, qui marchent bien. On a aussi beaucoup d'applications qui nous viennent. Il y a Oise, c'est vachement bien, qui est un logiciel une application israélienne. De ce côté, ça marche plutôt bien. Mais de l'autre côté, je trouve que sur des fondamentaux qui sont notamment, parce que ça a été beaucoup évoqué, l'action publique, la gestion publique centrale ou locale, sur l'intégration de la numérisation dans, je dirais, tout ce qui concerne des biens et des services publics ou collectifs, je trouve que là, on a un retard énorme par rapport à ce qu'on pourrait faire. Alors, ça a été dit, vous l'avez dit, hein, ça tient aussi beaucoup à des blocages. Hein, c'est vous qui avez évoqué parce que c'est vrai que le jour où vous dites on va remplacer les marchands d'eau les porteurs d'eau par des tuyaux, évidemment, les porteurs d'eau ne sont pas très contents. Le jour où Christian Sauter, le malheureux, dit on va un peu moderniser la direction générale des impôts, parce qu'il y a quand même des gains de productivité colossaux à faire avec les moyens qu'on a aujourd'hui, celui qui a gagné, c'est pas Sauter. Il a sauté. Il a sauté. Le pauvre, le malheureux. Et je sais que c'est un type sérieux. Hein. Donc on a effectivement des blocages, mais je trouve que c'est quand même étonnant. Alors que le problème, il me semble, de la France, c'est qu'on a loupé les virages des biens individuels modernes. On n'a pas été capable de faire ce genre d'objet individuel, alors qu'en fait, on a une expérience par rapport à la croissance. Hein. On a une expérience reconnue dans le monde entier sur la production de biens et de services collectifs. Et avec des modalités en plus qui ne sont pas forcément que publiques. Hein. C'est le public-privé, tout le système de contrats, de concessions que le monde entier nous a envié. Hein. Il nous envie encore aujourd'hui. On est très bon sur la gestion collective. On est très bon sur les transports. On est très bon sur l'assainissement. On est très bon sur, d'une certaine façon, la gestion urbaine. On est une vitrine. Les gens du monde entier, quand ils passent en France, ils disent quand même merde, ça marche. Et surtout, je ne sais pas si vous voyagez, mais quand vous revenez de New York, Paris est un paradis. Hein. New York, c'est absolument effrayant, une ville qui part en morceaux. Donc on a quelque chose de très fort de ce côté-là.
On a par ailleurs dans le monde un nombre de grandes villes qui sont en train de se développer à vitesse grand V. Un nombre de villes millionnaires augmente. J'ai plus le chiffre en tête, mais ça change tous les 2 jours. Hein. On a des problèmes de congestion urbaine terribles dans le monde entier de plus en plus. On a des problèmes environnementaux que vous connaissez bien. Nous, on a tous les éléments pour fabriquer effectivement, alors vous avez dit tout à l'heure la Smart City à l'ancienne, à la années 80-90, pilotée par le haut et tout. Bon, vous êtes plutôt Jeremy Rifkin, c'est la gestion par le bas. C'est pareil, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. On est capable d'aujourd'hui de mettre en place des dispositifs de gestion des villes numérisées. On a tous les professionnels pour le faire. On a une réputation d'enfer dans le monde entier. Moi, j'ai été faire le représentant de commerce. Moi, j'étais un jour dans une réunion des pays de la zone Pacifique pour le compte du ministère de l'Équipement, des Relations internationales, et on a vendu le service public à la française à un grand nombre de gouvernements qui étaient présents. Et je me souviens, à la pause café, on était à Manille, à la pause café, j'ai un ministre de je ne sais plus quel pays d'Indonésie qui vient me voir, il me dit, mais il y a un truc que vous avez oublié de dire dans les arguments sur le modèle français. Je dis, ah bon, quoi? Et il me dit, vous n'êtes pas américain. Ça compte. La France a réussi à faire oublier qu'on a été une puissance coloniale brutale, affreuse. De Gaulle, le non-aligné, etc. On a une image absolument superbe. On serait capable aujourd'hui de développer des biens et des services, des modes de gestion urbains, avec derrière des produits, pas que des logiciels, hein, avec des machines, qui pourraient se vendre dans le monde entier, avec une demande absolument colossale. On a tout ce qu'il faut pour le faire. On ne le fait pas. On est super bon en BTP aussi. Hein, et on ne le fait pas. Et je trouve que, je n'ai pas évoqué l'administration, on n'a pas le temps, je n'en parle pas, mais l'administration, je l'ai dit. Hein, mais même, je dirais, sur des nouveaux produits qui soient vendables dans le monde entier, qui en plus auraient l'avantage, contrairement, aujourd'hui, les lois de concurrence font que vous ne pouvez pas subventionner une entreprise de lacets de chaussures. Vous faites immédiatement massacrer entre un commissaire européen à la concurrence et l'OMC, vous êtes harassé immédiatement. Sur tous ces trucs qui sont vachement compliqués. Les Allemands, ils connaissent bien ça d'ailleurs. Les Allemands, ils voient bien qu'on peut noyer dans l'action locale des tas de systèmes de subvention. Sur ces systèmes-là, qui sont des systèmes publics, qui sont du collectif et tout, où on peut mettre de l'argent public et mélanger l'argent public à l'argent privé, on a un potentiel de développement énorme qu'on n'exploite absolument pas. Et donc, je dirais, de ce point de vue, on reste encore aujourd'hui dans le fantasme. Et les seuls qui innovent, c'est finalement, c'est Uber et des gens comme ça dans la ville. Je trouve qu'on a un vrai retard et que, vu la situation économique dans laquelle nous sommes, vu les problèmes de croissance qu'on a, sur lesquels je pourrais parler longuement, mais je vais me taire, parce que je suis... Je vous ai pas tapé. Oui, mais justement, c'est parce que je veux pas, j'ai peur. Et puis je reprendrai par là tout à l'heure. Là, vraiment, on a un boulevard devant nous, on ne l'emprunte pas. Alors, je vais passer quelques instants la parole à Nicolas. Il y a un peu de scepticisme dans vos interventions. Le public, j'imagine, au sens du secteur public, a-t-il encore un rôle à jouer dans la transformation numérique des entreprises, avec un BOF, au fond renvoyant à sa mission de solidarité. J'aimerais spécifier à l'auteur du tweet, que je ne prends pas à partie, mais que, à ma connaissance, un des garçons aujourd'hui qui fait le plus, une des personnalités qui fait le plus pour pousser les entreprises à se moderniser, à se numériser, ou en tout cas à accepter cette révolution, est inspecteur des finances et à cette tribune, comme quoi les hybridations dont on parlait sont possibles. Le scepticisme aussi, mais j'y reviendrai dans ma question, en tout cas dans une salle de questions que j'aimerais adresser à Luc et Édouard. Au fond, on voit bien que les aigus d'une innovation sont un peu mis en cause, je vous disais tout à l'heure que vous êtes perçu comme chaotique, de moins adapté au numérique que le personnel politique français actuel. Donc il faudra que, messieurs, et la question vient, il faudra que, messieurs, vous nous disiez un petit peu comment, avec vos équipes, comment avec les aigus, enfin en tout cas comment vous faites votre culture numérique, votre culture du numérique, et puis comment vous construisez votre stratégie. Ça nous intéresserait de l'entendre. Moi j'ai justement sur cette stratégie 2 questions à poser à Nicolas pour revenir sur son propos et puis enchaîner sur la suite. Tu nous as dit, Nicolas, il faudrait pouvoir développer au fond le capital risque et ailleurs qu'à Paris. Très bien, on fait comment? C'est-à-dire quel conseil tu peux donner aux uns et aux autres et quelle initiative prendre? Et puis, pour revenir au fond sur ce que disait Grand Davzi et Ponté avec ton exposé, tu nous as dit il y a de nouvelles manières de travailler avec les entrepreneurs, il y a des choses qu'on peut tester, il y a des plateformes qu'on peut créer, et puis au fond, tout ça va faire écosystème. Est-ce qu'il y a des exemples aboutis en France? Est-ce qu'il faut qu'Edouard, est-ce qu'il faut que Luc aille voir demain des vignes, quelle que soit leur taille ou leur localisation, qui auraient particulièrement bien marché, et sinon, pourquoi pas? Et puis, ensuite, je vous interrogerai, messieurs, sur la façon dont vous avez
envie d'intégrer le digital dans vos stratégies d'élus nationaux, d'élus locaux, et comment vous y préparez? Alors, je vais rebondir sur le capital risque en essayant de ramener à l'exemple du port qu'évoquait Édouard Philippe tout à l'heure, des infrastructures portuaires. Il se trouve qu'avant de créer et de rejoindre The Family, j'ai été le co-auteur d'un rapport commandé par le gouvernement sur la fiscalité de l'économie numérique. C'est ce rapport, pour tout vous dire, qui m'a fait mettre le nez pour la première fois sur les enjeux de répartition géographique de la valeur, parce que ce que la fiscalité nous révèle, ce que le fait que les grandes entreprises comme Google ou Facebook payent très peu d'impôts en France nous révèle sur l'économie numérique, c'est cette extrême concentration de la valeur captée par cette économie en certains points du globe qui sont en dehors de la juridiction fiscale française. Et donc, au-delà de la fiscalité, qui finalement n'est qu'un détail, ça nous dit aussi beaucoup de choses sur la localisation de la valeur elle-même et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire la croissance, les emplois, etc. Il y a un secteur que Pierre Collin, mon co-auteur, et moi-même, on a toujours utilisé pour illustrer la chose, c'est la filière hôtelière. Aujourd'hui, on a l'impression que plus il y a de touristes qui descendent dans les hôtels français, plus la France s'enrichit. C'est pas vrai du tout, pour une raison très simple, c'est qu'entre les touristes et les hôtels, se sont interposées d'immenses plateformes d'intermédiation qui mettent en relation les hôtels avec leurs clients et qui prennent au passage une part extrêmement substantielle de la valeur, d'autant plus grande que ces plateformes embarquent des effets de réseau extrêmement puissants qui leur donnent un pouvoir de marché extrêmement contraignant pour l'amont de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les hôtels. Au passage, je signale que notre nouveau prix Nobel d'économie, Jean Tirole, est l'un des spécialistes de ces questions. Et c'est pour ses travaux sur le pouvoir de marché dans les filières à effet de réseau qu'il a été récompensé par le prix Nobel. Donc, j'appelle de mes voeux, en tout cas, il y a eu des discussions aujourd'hui sur Facebook, l'émergence d'une pensée économique numérique à la française, si on peut saisir cette opportunité du prix Nobel de Jean Tirole pour faire émerger ça. Aujourd'hui, c'est inexistant. Alors, Pierre Collin et moi, on s'est rendu compte de ça et on a illustré beaucoup avec la filière hôtelière pour rappeler que ce n'est pas parce qu'on a des hôtels physiques dans lesquels descendent des touristes qui sont des personnes physiques qu'on s'enrichit. Parce qu'au passage, l'essentiel de la valeur, comme pour les restaurants Starbucks, peut être capté et évacué du territoire pour aller enrichir des entreprises et des actionnaires qui sont ailleurs. En gros, ce que tu nous expliques, c'est que les touristes bénéficient de biens publics, oui, d'infrastructures publiques ou privées sur le territoire, et que la valeur exactement, par ailleurs. Et que la valeur par ailleurs. Et c'est pareil pour le port, c'est-à-dire, je ne sais pas si on est prêt aujourd'hui d'avoir une sorte de Google mondial, global, qui opère les ports à distance en déployant sur les infrastructures portuaires des infrastructures numériques des ressources logicielles pour optimiser l'acheminement des containers, pour suivre, pour tracer les biens qui sont expédiés, etc. Mais si ce Google des infrastructures portuaires existe, tôt ou tard, il va démultiplier ses effets de réseau et capter la valeur qui se crée localement au Havre pour la sortir du territoire. Et s'il n'existe pas, justement, le fait d'avoir une infrastructure portuaire au Havre devrait nous permettre de faire émerger une telle entreprise tout près des infrastructures, et donc que le futur Google des infrastructures portuaires soit en fait une entreprise havraise qui profite de la proximité de l'infrastructure pour déployer cette immense plateforme qui va demain aller capter la valeur aussi à Rotterdam, à Brême, etc., et dans tous les ports du monde. Donc c'est ça l'enjeu. Alors comment on fait pour le capital risque? Il n'y a qu'une seule manière de fixer du capital risque sur un territoire, c'est d'avoir une première entreprise qui amorce l'écosystème. C'est-à-dire une entreprise qui devient très grande, qui enrichit plein d'actionnaires, et ces actionnaires derrière réinvestissent dans d'autres entreprises et créent un effet de démultiplication fulgurant qui finit par attirer des grands investisseurs qui s'installent là parce qu'ils sentent bien que quelque chose est en train de naître. Donc tous les efforts des pouvoirs publics aujourd'hui doivent être pour faire émerger ces premières entreprises qui vont être le déclic du développement d'un écosystème d'innovation sur un territoire pour ensuite faire venir de façon plus ou moins volontariste. Les Israéliens, par exemple, l'ont fait de façon très volontariste. Comment on fait? J'ai été maire adjoint d'Angers, j'espère peut-être être maire d'Angers un jour. C'est extrêmement simple. Je suis maire du Havre, comment je fais? La place du numéro 1 mondial de la publicité, elle est prise, c'est Google. La place du numéro 1 mondial de la distribution de détail, de la vente de détail, elle est prise, c'est Amazon. Il y a des places à prendre dans le numéro 1 mondial des transports numériques. De l'hôtellerie, c'est déjà pris, c'est Expedia ou Booking. Mais il y a de la place dans les transports, il y a de la place dans les infrastructures portuaires, il y a de la place dans la banque, dans l'assurance, dans la santé, dans l'éducation. Toutes ces places, elles sont à prendre. Qui sera le Google de ces différentes filières? Si on a des ressources
par exemple des infrastructures touristiques ou des infrastructures de transport ou des modes de vie particuliers qui peuvent permettre d'amorcer ça localement sur un territoire, alors il faut mettre le paquet pour attirer des entrepreneurs qui vont multiplier les initiatives, ce qui va permettre à l'un d'entre eux de sortir du lot, de réussir son alliance avec ses premiers utilisateurs et de décoller de façon exponentielle pour se développer à l'échelle mondiale. C'est ça l'enjeu du développement d'un territoire aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça ne s'oppose pas du tout aux infrastructures physiques, c'est plutôt en quoi les infrastructures existantes, les ressources qu'on a sur un territoire permettent d'attirer des entrepreneurs qui, par l'effet des grands nombres, vont finir par résoudre le problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Et si l'un d'entre eux réussit et décolle sur ce territoire, en général, au-delà d'un certain seuil, il n'arrivera plus à partir parce qu'il sera profondément ancré. Comme hier, la famille Mulliez s'est ancrée à Roubaix et n'en est pas vraiment partie, même si ça se discute. Où le Walmart est né à Bentonville, dans l'Arkansas, n'en est pas parti. Et Google n'est pas prêt de partir de Californie. Ils ne cherchent pas à rejoindre la plus grande ville, San Francisco ou New York. Ils sont à Mountain View, ils y sont très bien. Et alors ça répond sur le capital risque. Mais tu as répondu d'une certaine façon, parce qu'on parlait un peu des écosystèmes et des plateformes. Voilà, comment on fait. Mais sauf à ce que tu veuilles absolument répondre, ce qui serait normal puisque je t'ai posé la question, mais vu que l'heure tourne, je vais tourner, on y revient. Je reviens avec mes deux questions de tout à l'heure. Comment vous vous préparez, au fond, comment vous forgez une culture du digital, une culture numérique, d'une part. Comment vous embarquez les gens? Alors tu nous disais, Edouard, on continue de serrer des gouches, mais malgré tout, il y a aussi une expression sur votre vie qui se fait aujourd'hui sur des réseaux sociaux. Enfin, je pense que s'il y a un hashtag Le Havre, il y a un hashtag Angers, et évidemment cette République numérique, dont Hugues semblait plus promoteur ou plus familier, est quelque chose de très important. Donc qui veut commencer, Edouard? Oui, je dis juste pour conclure et pour faire la transition que le grand enjeu d'une réforme territoriale, c'est de se dire, est-ce qu'on donne aux autorités sur les territoires les bons leviers pour réussir ça, l'amorçage d'écosystèmes d'innovation qui vont tirer parti des ressources locales pour créer de la valeur localement. Et une autre question, c'est est-ce qu'on a les bons élus, c'est-à-dire des élus qui sauront s'emparer de ces leviers pour travailler avec les entrepreneurs et à réussir cet effort d'innovation. Donc, et avec je laisse les élus voilà, répondre. Et avec la clé de tout, et si les élus redécouvraient le bonheur de l'expérience utilisateur. Edouard, je te passe le micro. Un mot pour aller dans le sens de ce que disait Nicolas. D'abord, l'entreprise en question, elle existe au Havre. Elle est d'ailleurs le fruit d'une coopération entre le public et le privé. Elle s'appelle la Sogette, vous la connaissez peut-être, et elle a créé des systèmes de transfert de données, de gestion des transferts de données portuaires liés à la logistique, liés à la facturation, liés aux aspects douaniers. C'est une superbe réussite, absolument inconnue parce que tout le monde se fout du transport maritime, mais une superbe réussite qui vend partout dans le monde et qui est probablement une des plus belles réussites dans la matière. Alors, elle pourrait sans doute être plus grosse, ça pourrait sans doute plus développer, mais ça existe, ça s'appelle Sogette, et si vous voulez vous intéresser au hashtag Le Havre, ça s'appelle LH. Parce qu'on essaie de brancher un petit peu. Bon, bref. Sur comment est-ce que nous on peut... Alors d'abord, il y a un truc, je ne vais pas m'énerver, mais je vois un certain nombre de questions passer, et c'est peut-être des questions que vous posez sur le thème. Ouais, mais de toute façon, ces types, ils sont en costard-cravate, et puis c'est des élus, donc avec un peu de chance, ils ont dû être fonctionnaires une fois dans leur vie, donc ils sont faits pour le numérique comme un rat musqué pour être archevêque. Je ne sais pas si les élus sont les moins bien placés pour comprendre le numérique, mais je pense très profondément que dans un système démocratique, on a les élus qu'on mérite. Alors s'il y a quelqu'un qui veut se présenter aux élections ici, vous y allez. Hein. Et moi je préfère. Hein. Je préfère qu'il y ait plein de gens intelligents, plein d'entrepreneurs qui viennent se présenter dans le monde politique. Mais qu'on ne nous gonfle pas sur le thème du ouais, mais quand même, est-ce que vous allez comprendre le monde dans lequel vous vivez? Si vous vous intéressez au monde dans lequel vous vivez, et si vous voulez prendre des décisions, vous vous présentez aux élections, vous les gagnez, vous prenez les manettes, et c'est formidable. Et c'est formidable. Ça vaut le coup en plus. À mon avis, ça vaut le coup autant que d'être un entrepreneur dans le numérique. Autant. Bon. Comment est-ce que nous, on se met, on entre en résonance avec cette révolution? On le fait comme tout le monde. Je ne suis pas un expert du numérique, je ne suis pas un entrepreneur du numérique. Mais ça va, quoi. Je veux dire, je suis un bonhomme comme vous, comme toi, comme vous, comme tout le monde. Donc j'utilise les réseaux, j'essaie de me cultiver. Par exemple, je viens ce soir, j'ai appris plein de trucs, et je vais continuer. Et on est tous pareils. Et puis, quand ce n'est pas dans ce domaine-là, c'est dans d'autres. Et comment est-ce qu'on essaie d'apprendre? En rencontrant des gens qui maîtrisent les sujets,
en allant voir, la question de Laurent, elle est très bonne, en allant voir des endroits où des choses se passent, en rencontrant des gens qui essaient, en acceptant de se planter. Moi, je voudrais vous donner un exemple qui est un tout petit exemple. Ce n'est pas à l'échelle de la révolution, mais qui est un tout petit exemple qu'on fait au Havre. On a lancé une politique extrêmement ambitieuse au Havre de promotion de la lecture. Une politique de la lecture. Pas une politique des bibliothèques, pas une politique du livre, une politique de la lecture. Très ambitieuse, avec beaucoup de moyens et avec beaucoup de matériel. On a créé des bibliothèques, on en a développé, on a créé plein de... Ok, très bien. Et puis, on s'est dit, il y a un aspect sur lequel on aimerait bien travailler, c'est pas le seul aspect de cette politique, c'est l'apprentissage de la lecture. Parce qu'on voit qu'on n'a pas des résultats totalement satisfaisants. On n'est toujours pas dans le numérique, mais on s'y en approche, parce que souvent le numérique, il faut quand même entrer en interaction, et donc il faut quand même savoir lire. Et on a développé, avec des chercheurs, un outil numérique qu'on appelait, c'est d'ailleurs pas un très bon nom, la machine à lire, pour apprendre à lire avec des instruments numériques, mais avec beaucoup de réflexion derrière, avec beaucoup de création, avec beaucoup de production. Bon. Et on a développé, en partenariat avec une université parisienne, un produit numérique de facilitation de l'apprentissage de la lecture, qui marche bien. On l'a fait avec des scientifiques, on l'a fait avec des entrepreneurs, et on est en train de le produire. Bon. Et ben, on s'est transformé, pour cet aspect d'une politique publique bien plus large que le numérique, enfin en tout cas différente de strictement le numérique, on s'est transformé en une collectivité qui était capable de prendre un risque, de développer une application, parce que c'est une application, et ben voilà. Moi, je ne sais pas si je suis fait pour développer le numérique, je ne suis pas un expert du numérique, mais au moins j'ai fait ça. Alors, beaucoup de questions. Moi, juste peut-être un petit mot général sur est-ce que la France est prête, est-ce que les industriels français sont prêts, est-ce que les politiques sont prêts. Moi, je m'inscris assez peu dans ce discours de French bashing. J'étais avec la French Tech française à New York au mois de juin. On a eu un rassemblement de 2 jours. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sur place, que ce soit les VCs, que ce soit des start-upers français qui sont allés prendre le marché et donc aussi aller s'installer aux États-Unis, en l'occurrence pour cela à New York, on est dans un schéma où tous, ils ont gardé leur R&D en France. Avec 3 arguments. On a les ingénieurs les mieux formés. Un ingénieur français coûte 2 fois moins cher qu'un ingénieur dans la Silicon Valley ou en France. Et le 3e argument, et c'est celui qu'il mettait souvent en premier, c'est qu'il est loyal à son entreprise et qu'il ne change pas tous les 6 mois pour $100 de plus par mois. Et bien, je peux vous dire que quand on est dans un écosystème ou dans nos médias où il y a du French bashing permanent, je trouve qu'il faut aussi savoir entendre ça et regarder à l'extérieur. Hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'image de la France. Je pense qu'elle est aussi sur ces aspects-là. Je crois qu'il faut l'entendre avec des atouts qui sont les nôtres, qui sont largement à développer. Juste un tout petit point de réponse sur la fiscalité des entreprises. On a un système qui est catastrophique aujourd'hui. Notre modèle de régulation du marché mondial a 100 ans, va avoir 100 ans, il date de 1920. Il a été fait à l'époque pour faire en sorte que les entreprises ne payent pas 2 fois les taxes, impôts, fiscalité dans le pays d'origine et dans le pays d'arrivée. On en est à un système 100 ans après où ils payent 0 fois. Voilà, la réunion des pays de l'OCDE en Australie, où était Michel Sapin il y a 2 semaines et demie, était sur ce sujet-là. Voilà, on a aussi besoin de régulation sur ces aspects-là. C'est les over the top qui exportent aujourd'hui et qui font payer ce qu'ils savent devoir payer en fiscalité, qui l'exportent aux Bahamas, pour ne citer que le plus connu d'entre eux. Juste 3 points, puisqu'il y avait une interpellation directe sur ce que peuvent faire les élus. 3 points, puis peut-être une question d'ouverture sur la question des territoires. D'abord, d'une manière très concrète, dans toutes les décisions d'élus, on a accompagné ça. Hein. Tu viens de l'évoquer avec le scolaire et de la production, avec une boîte qui montre quelque chose autour de l'éducation. C'est un sujet que Laurent et moi, on affectionne tout particulièrement. C'est quand on passe un appel d'offres pour les transports, on oblige les prestataires à faire de l'open data temps réel. Aujourd'hui, aucune ville n'a d'open data temps réel sur son système de transport. Rennes l'a testé avec leurs délégataires. Et aujourd'hui, ce sont des téléphones portables qui sont posés dans les bus pour être sûr d'avoir du temps réel. C'est-à-dire que toutes les villes ont un système qui s'appelle un système de gestion, un SAE dans le milieu des transports. Le SAE a toutes les données temps réel. Le prestataire, le délégataire a toutes les données temps réel. Il est incapable
incapables aujourd'hui de les transformer pour rendre ces données temps réel communicables sur un format exploitable par n'importe quelle société qui voudrait le faire et en faire quelque utilisation que ce soit, parce qu'on se rend compte souvent qu'avec l'open data, il y a beaucoup de choses. Moi, j'y suis en tout cas très favorable à ce qu'il soit ouvert. J'ai vu que c'était une question au tableau numérique derrière moi tout à l'heure. À l'installation de la fibre, l'enjeu des services, je ne vais pas y revenir, juste un tout petit exemple sur ma journée de vendredi dernier. J'ai commencé ma journée en voyant des agriculteurs qui aujourd'hui ont toutes les peines du monde. Je parle trop longtemps. Allez, je fais très vite. Les agriculteurs et le numérique, ça marche aussi. On a le droit de parler des agriculteurs sans que le micro coupe. Aujourd'hui, l'État leur a dit, ça suffit. Chaque service, chaque administration de l'État a son propre service de cartes et de géographie. Donc la direction départementale de l'agriculture a ses cartes pour gérer un problème très pratico-pratique qui doit être assez loin des gens du numérique qui sont là ce soir. Mais c'est qu'on a une bande de 5 mètres qui ne doit pas être cultivée le long des ruisseaux pour éviter les problèmes de pollution. Eh bien, on leur a tous demandé de passer sur une seule base de cartes, ce qui ne paraît pas être incohérent. Aujourd'hui, c'est l'IGN qui a un système numérique qui est très au point et on a demandé à toutes les directions départementales d'arrêter leur propre système de cartes. Et bien aujourd'hui, ces cartes-là posent bien des problèmes parce que ce qui sont des fossés sont des ruisseaux et que le passage au numérique, il passe aussi par ces évolutions-là, y compris en termes de qualité de service public qu'on peut proposer. Je ne vais pas m'étendre parce que je suis trop long, mais j'étais dans un espace de coworking vendredi après-midi et ensuite j'ai vu le président de la CCI, notre chambre de commerce et d'industrie, qui est plutôt, lui, assez ouvert sur ces questions-là, mais on voit l'espace qu'il y a à faire quand je vous parlais du commerce de demain, de l'industrie de demain, et de la manière dont on va rendre numérique notre économie. Et c'est ce passage numérique, aujourd'hui, des gens qui produisent, qui ont une production de biens, demain, ils vendront avec ce bien un service. Et il faut leur dire à tous que derrière le bien, il y aura un service qui sera associé. Ils le géreront, ils le sous-traiteront, mais il y aura toujours cet aspect-là. Je terminerai juste le fait qu'on est en train de parler du numérique, des territoires, du maintien de l'industrie, de notre capacité de production. Ce n'est pas que ça, la capacité et la richesse d'un territoire. On a aussi, et je pense que je vais lui ouvrir certainement le chemin, toute l'économie résidentielle. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ce n'est pas l'économie de ceux qui résident, c'est la manière dont on a un écosystème complet. Celui qui l'a théorisé est avec nous ce soir. Je crois qu'il faut qu'on l'entende parce que le numérique a sa place dans la structuration, dans l'attraction d'un territoire, ce qu'on appelle la qualité de vie, le bien vivre dans un territoire. Eh bien, c'est aussi cette économie résidentielle. Alors effectivement, moi j'avais envie de rebondir et je suis une invitation de Luc. Hein. On nous disait, au fond, par le truchement de Weizenbry, que deviennent les communes rurales dans votre plan de décentralisation du capital risque. Donc je pense qu'il y avait là une interpellation directe sur effectivement le fait que le territoire n'est pas fait que de métropoles prospères, loin de là, loin s'en faut. Le postulat de départ de l'exposé brillant de Nicolas, c'est l'appauvrissement des territoires, un appauvrissement qui est différencié. J'imagine que vous partagez. Je vais vous faire passer de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que vous conseillez aux politiques de faire? C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes chercheur, vous avez effectivement théorisé la crise qui vient. Comment vous voyez les choses et quelles solutions, quel levier l'État-nation, quel levier politique a encore? Est-ce que le numérique fait partie de ces leviers? Comment vous envisagez cette géographie française aujourd'hui? Enfin, c'est extrêmement difficile de répondre en 2 minutes à la question comment on fait. J'ai eu une partie de ma vie, j'étais consultant pour des organisations internationales, des trucs affreux, la Banque mondiale, le FMI, etc. Et j'ai écrit des décrets, des choses comme ça. Je sais ce que c'est que faire de l'action publique, mais je ne peux pas répondre en 2 minutes à qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Et même, je dirais d'une certaine façon, pour dire ça, il faut qu'on me paye très cher. Je me cantonne pour l'instant à une position plutôt analyste. Je saute sur mais je vais quand même répondre un peu. Je saute quand même sur une question qui a été posée, qui est en gros effectivement d'une façon une espèce de déséquilibre, une fracture territoriale extrêmement forte. Il y aurait tout pour les métropoles d'un côté et le monde rural de l'autre côté qui s'effondrerait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi aussi j'ai raté mon emploi du temps. Ce matin j'étais à l'Assemblée nationale où j'ai parlé devant des députés français et canadiens de la question des territoires ruraux les plus vulnérabilisés. J'avais contribué au rapport du sénateur Bernard, je crois, cet été, qui a fait un rapport sur l'hyper-ruralité.
qui est un monde perdu, hein, a priori. C'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est vrai de façon encore plus nette depuis 2005, tous les emplois, toutes les activités, tous les lieux de création de richesse liés notamment à cette économie moderne, on va dire, hein, numérique, mais pas que, hein, économie de l'intelligence, se sont ultra concentrés. Ils sont concentrés dans les grandes métropoles, un tout petit nombre de grandes métropoles françaises, et même ils se sont concentrés, et ça c'est très spectaculaire, ils se sont concentrés dans les communes-centres. On vous dit l'aire urbaine de Toulouse fait un malheur. Vous savez, l'aire urbaine, c'est un gros paquet. Hein. Non. L'essentiel des créations nettes d'emplois et qui sont dans ces secteurs-là, hein, pas dans l'hôtellerie ou les magasins de bricolage, dans les 7 ou 8 secteurs à haute valeur ajoutée de traitement d'information, pour aller rapidement, c'est à Toulouse. Poum. À Paris-Nantes, l'aire urbaine de Nantes marche très bien, voisin. Ça marche du feu de Dieu, Nantes. Hein. Non, c'est Nantes et Saint-Herblain. Nantes et Saint-Herblain. Lyon, magnifique. Moi, je travaille beaucoup avec le maire de Lyon. Alors, je le taquine l'autre jour en disant, mais Lyon a une création nette d'emplois tout à fait étonnante, expliquée là aussi par ces secteurs-là. Mais en fait, non, c'est pas la Réunion, c'est Lyon même, c'est la commune de Lyon. À elle toute seule, ça fait l'essentiel. Donc je dis, mais laissez tomber la communauté urbaine, la métropole lyonnaise. Soyez maire de Lyon, ça suffit amplement, c'est là que ça se joue. Donc il y a bien cette concentration extrêmement forte qui vient à cette économie-là. Pour autant, il y a plein d'autres mécanismes qui peut-être sont en train d'être rabotés, mais pas remis en cause. C'est un mécanisme, effectivement, de la dépense publique, le mécanisme de pression sociale. On est quand même un pays dans lequel on a 57% du PIB dépensé sous forme de dépenses publiques et sociales. Ça c'est un truc qu'on dit pour que les enfants puissent bien dormir la nuit. Mais si on leur disait la vérité, c'est plus compliqué. Parce que ça ne veut rien dire, les dépenses publiques et sociales sur le PIB. C'est quoi le PIB? Il y a du PIB public à l'intérieur. Il y a un numérateur et un dénominateur. Vous diriez les dépenses publiques et sociales sur le PIB marchand. Voilà, on est sérieux, on est à 70%. Ou les dépenses publiques et sociales rapportées aux revenus disponibles des ménages français, pas mal, on est aux 3/4. On est un pays totalement socialiste. Hein. Enfin, tout le monde y est allé, droite-gauche confondue, au même rythme. Hein, ça, je l'ai vérifié. Il y a des spécialistes dans la salle, je ne sais pas si François Gouffet, là, il est encore plus fort que moi sur ces questions. La droite et la gauche ont alimenté ce mécanisme-là. Donc on a des mécanismes de redistribution extrêmement puissants, on va les remettre en cause, hein, on va les raboter, c'est très difficile, c'est très douloureux. Mais je veux dire, si on est géniaux dans les 5 ans qui viennent, on ira de 57 à 52% du PIB en dépenses publiques et sociales. On aura gagné 5 points, vous imaginez, on serait géniaux si on fait ça. Enfin, il faut tous espérer qu'on y arrive. Mais on ne sera pas revenu au Moyen-Âge. On n'est pas des barbares, on est des civilisations, on est des mécanismes avec des mutualisations. Et finalement, ces mécanismes-là jouent très très favorablement pour des tas de territoires. Et ce matin, je parlais par exemple des territoires hyper ruraux, qui sont les territoires vraiment les plus reculés, hein, Nadularid, qui sont, je vous passe les détails, c'est des territoires dont le revenu par habitant ne cesse pas d'augmenter. C'est des territoires où les gens sont propriétaires, ce qui fait que le pouvoir d'achat, c'est pas mal. C'est des territoires où le pouvoir d'achat, justement, avec 100 €, ce que vous achetez à Paris-Centre, ce que vous achetez dans les collines du Cantal, avec 100 €, vous achetez pour 70 € à Paris et pour 120 du Cantal. Donc en fait, c'est des territoires qui se portent plutôt bien, qui ont créé plutôt de l'emploi salarié privé. L'agriculture s'est cassée la gueule, mais il n'empêche que les surfaces agricoles ont continué à augmenter, donc ça veut dire qu'elle s'est restructurée, et c'est pas qu'elle a disparu. Donc en fait, les deux se développent absolument en parallèle. Alors évidemment, le rabotage des dépenses publiques et sociales va évidemment frapper plus les territoires les plus défavorisés, mais qui ne sont pas forcément le rural. Moi j'étais à Saint-Dizier l'autre jour, c'est pas le rural Saint-Dizier, hein. Saint-Dizier c'est une ville sinistrée. C'est les grandes villes du Nord-Est qui sont aujourd'hui sinistrées, qui sont dans une situation très difficile parce qu'elles n'ont ni les avantages résidentiels, dans les jolies collines, il y a les retraités, etc., ni les avantages productifs. Et là, elles sont très, très pénalisées. Quelqu'un comme Christophe Guilluy, que vous avez évoqué, qui pousse des cris affreux sur les petits blancs qui souffrent, avec qui j'ai des relations très, très cordiales, et je suis moins sévère que beaucoup d'autres, encore que là, son dernier livre, il commence à pousser un peu. Il est un peu Pierre et Leloup, c'est-à-dire qu'il inverse le chiffre. Il nous dit 80% des Français sont, excusez-moi d'employer des termes un peu techniques, mais sont dans la merde, et seulement 20% s'en sortent, les métropolitains. Non, c'est faux. 80% des territoires français des populations françaises habitent dans des territoires
qui s'en sortent plus ou moins bien, mais assez correctement. Alors beaucoup mieux dans le centre de Lyon, pas mal à Angers aussi. Angers, pas mal un emploi, ça, vous avez pas mal développé l'emploi salarié privé. Un peu moins bien dans les territoires périphériques, mais grâce au tourisme qui a été évoqué, 7,5 points de PIB, le tourisme, 150 milliards d'euros de dépenses annuelles, grâce aux retraites, grâce à l'argent, aux prestations sociales, grâce aux salaires publics des collectivités locales. Finalement, ça tourne à peu près. C'est seulement 20% des territoires qui, eux, le nord-est de la France, qui, eux, sont véritablement sinistrés, qui sont en grande difficulté. Donc, attention, derrière ce qu'on est en train de raconter là, l'idée de qu'il y ait une déchirure absolue entre les métropoles et le reste ne tient pas la route. Alors, barbare quand même, il y a un point sur lequel je voudrais insister. Moi, j'ai été à beaucoup de réunions, pas tellement avec des gens de start-up, plutôt avec des gens un peu écolos, on va dire, hein, assez idéologiquement marqués. Je vais souvent dans des réunions comme ça. Et il est arrivé plusieurs fois, alors je ne les ai pas traités de barbares, moi, je les ai traités de sociopathes. C'est des gens qui vous disent les circuits courts, le troc, tous les moyens qu'on a aujourd'hui qui font que finalement notre société, qui est une société qu'on a connue, qu'ont connue nos parents, nos grands-parents, on est tous ensemble, et même si je vous aime pas beaucoup, on vit ensemble, et on arrive finalement, on découvre qu'on finalement on s'aime bien d'ailleurs. Si on est dans un système qui est un système de pure affinité, c'est qu'a priori, moi avec les outils que j'ai, je vais par affinité me connaître. Donc c'est plus contiguïté, c'est connexité. Hein. Affinité, circuit court, troc. C'est superbe, mais ça devient un face-à-face entre les individus, alors que la société dans laquelle on est, c'est pas face-à-face, il y a un tiers qui est la société elle-même. Quand je fais du troc, je fais du commerce avec quelqu'un, mais il n'y a pas de TVA, il n'y a pas d'impôt. Quand je prends Le Bon Coin c'est magnifique, vous avez tous été sur Le Bon Coin, c'est absolument insensé. Vous pouvez acheter des bagnoles, les revendre, tout ça. Il y a une économie absolument incroyable de deuxième main. Il n'y a pas un rond d'impôts, de TVA, je ne vous dirais pas... aujourd'hui, si vous voulez placer un peu d'argent, c'est un peu inquiétant la situation, achetez des Porsche des Porsche de 1980, acheter des instruments de musique vintage, machin, vous allez... je suis sérieux, vous pouvez effectivement placer votre argent, vous allez revendre ces objets sans la moindre TVA, sans la moindre déclaration. Vous pouvez louer, la mairie de Paris en ce moment s'arrache les cheveux parce que ce qui s'est développé avec Internet, c'est un contact direct. Je loue mon appartement à des Américains, je ramasse le pognon, je ne le déclare pas, on n'en parle plus. Il y a même des gens qui maintenant ont 3-4 appartements dans Paris qui sont, grâce à ces mécanismes Internet, réussissent à gagner beaucoup d'argent, à en vivre. La mairie s'arrache les cheveux parce que tous ces étrangers qui viennent ou qui ont des résidences secondaires à Paris ou qui viennent habiter, ils ne payent pas de taxes de tourisme. Leurs propriétaires, s'ils sont étrangers, parce qu'il y a aussi beaucoup d'Américains qui ont des appartements à Paris qui louent leurs appartements, eux, ils payent les impôts locaux. Mais vous le savez bien, en tant qu'élus locaux, le coût de la dépense locale, des services publics locaux, il est pris en charge pour quoi 40% par le contribuable local. Et je suis vachement gentil, parce que je passe sous silence les exonérations, les compensations par l'État. En fait, une grande partie des dépenses publiques locales sont payées par le contribuable national, et donc l'Américain qui a un appartement à Paris, il ne paye pas les impôts sur le revenu en France. Donc tous ces mécanismes qui sont des mécanismes qui aujourd'hui, le retour sur le local, les circuits courts, le troc, je privilégie les affinités. Mes affinités sont quelque chose qui, à mon avis, sont alors, probablement pas majeur du point de vue des finances publiques, je tourne encore le spécialiste, mais quand même, dans l'esprit, c'est quand même pas génial, mais surtout sont dans la fragmentation de la société, d'une façon que je trouve extrêmement inquiétante. On va presque devoir terminer. J'aimerais donner une dernière fois la parole à Édouard, à Luc et à Nicolas pour conclure. On a aussi deux questions un peu parallèles. Premièrement, en tant que maire, élus locaux ou anciens élus locaux, votre vision de l'open data, parce qu'au fond, la grande nouvelle de Nicolas, c'est qu'on a trouvé du pétrole et au Havre et à Angers, et manifestement beaucoup, si je suis son exposé. Et puis peut-être terminer l'un et l'autre par l'évocation d'un projet, parce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle, hein, donc ça peut aussi les intéresser, d'un projet qui vous tient à cœur, avec un ancrage territorial fort et un ancrage numérique fort. L'open data, je n'ai pas vérifié avant de venir où est-ce qu'on en était, mais je sais qu'on a lancé
spontanément comme ça, il y a une réaction non pas d'opposition de l'élu, mais de questionnement. Pas du tout parce qu'on serait contre l'idée de la transparence et de la communication des données, simplement parce que on se pose toujours la question quand on est élu de savoir si on a le droit de faire ça et si ça ne va pas nous poser un problème plus compliqué assez rapidement. Alors c'est peut-être con, hein, c'est pas, enfin c'est quand même comme ça qu'on réfléchit. Parce que notamment quand vous êtes maire, vous avez une mise en cause de la responsabilité qui arrive très 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 vite. Donc pas simplement de la responsabilité juridique ou pénale, mais de la responsabilité politique. Donc on s'est posé la question de savoir si on pouvait l'organiser, si on n'allait pas viser des données trop larges. Et on a regardé service par service ce qu'on était capable de faire. Alors je ne sais pas si on produit les données, mais je sais qu'on est en train de faire cette étude-là, ou peut-être qu'on l'a déjà terminée, il faudrait que je vérifie. Alors je vais laisser Luc répondre à la question sur l'open data. Ça va me laisser le temps de réfléchir à la deuxième question. Ouais, peut-être en 2 mots sur l'open data. Pour moi, l'open data, c'est un des outils concrets à mettre en place immédiatement pour construire la République numérique. On en est là. Aujourd'hui, moi je suis favorable à ce que l'ensemble de nos données publiques puissent être transmises, mais que ce soit de l'heure de ramassage des ordures ménagères, du nombre de kilos par rue entre ce qui est trié, pas trié, etc. On a ces données-là en données publiques. L'open data des transports, je vous le disais tout à l'heure, là on imagine plus facilement les interactions. Je crois qu'il faut qu'on arrive à passer... Alors, tu as raison, hein, les craintes, elles sont là. Hein. Alors les craintes, elles sont de... alors évidemment, on anonyme les données, ça c'est une réalité voilà, indispensable aujourd'hui, mais l'open data est bien cadré de ce point de vue-là. Mais demain, c'est comment on envisage l'ensemble de la mise à disposition. Moi, j'ai pas de... faut qu'on passe par-dessus les inquiétudes qui sont permanentes. Oui, quand il y a de l'open data, quand tout le monde a les données, elles sont parfois très mal exploitées. Oui, demain, on aura des classements débiles qui mettront... oui, mais on en aura encore plus parce qu'on comparera des chèvres et des choux. La réalité dans une ville, c'est pas juste le coût du service public en disant « Ah, le Havre est formidable, les piscines sont à 1,20 €. Mais ça correspond aussi à quel est l'impôt, est-ce qu'il y a une tarification sociale, est-ce que les plus bas revenus payent moins cher, les plus hauts revenus différemment, la cantine pareil. Demain, ça inquiète les élus, ça. De se dire qu'on va pouvoir tout comparer et qu'il va y avoir des classements bêtes et méchants, des sites. On a déjà ça, hein, nosdéputés.fr. C'est aujourd'hui une somme de données quantitatives sur le travail des députés. Je peux vous garantir que ceux qui sont en haut de liste ne sont pas toujours ceux qu'on voit le plus et ceux qui produisent le plus. Voilà. Et puis on a des gens qui viennent le mercredi matin, qui signent en commission et qui ressortent de la salle après avoir signé. À gauche comme à droite, comme ça, et c'est la réalité. Et hop, nosdéputés.fr, ça compte une présence de plus. Voilà, c'est juste pour dire, voilà, les données ouvertes, ce que ça peut parfois donner comme dérive. Mais peu importe, à nous de les accompagner, à nous de donner les outils. Et demain, on aura des applis sur... Moi, on a une start-up qui est installée chez nous qui fait du Zoom Zen, qui fait du temps réel pour les individus, pour les particuliers. Quand vous vous retrouvez à un concert ou à un festival de rue, c'est très difficile de retrouver les uns et les autres. Vous avez acheté une Porsche sur eBay pour retrouver le vendeur, et vous avez une petite appli, vous ne vous connaissez pas, 1 heure après, vous ne vous verrez plus jamais, mais vous avez utilisé l'appli d'informations géolocalisées en temps réel. Voilà. Moi, ce n'est pas à nous de définir ce que seront les usages demain, c'est à nous de donner les conditions que l'open data soit vraiment une réalité très concrète. Et puis peut-être comme ça terminera, mais moi le projet local, moi c'est clairement les objets connectés. Aujourd'hui on connaît les Quantified Safe, tout ce que vous avez aujourd'hui qui vous fait les trackers d'activité, qui vous donne le nombre de pas de calories, le nombre de mètres que vous avez grimpé, etc. Demain, on aura ça pour à peu près tout. Et ce sera des vrais services qui seront derrière. On teste déjà le maintien à domicile de personnes âgées, où on quantifie le nombre de fois où ils ont ouvert le frigo, le temps qu'ils ont passé dans leur lit, pour qu'il puisse y avoir des alertes si jamais il y a un problème, quand les enfants sont loin, quand il n'y a pas forcément quelqu'un qui vient tous les jours pour faire le ménage ou apporter un repas. Voilà, on a des choses aussi très concrètes. Et là, c'est aussi une filière industrielle. Donc c'est le lien entre le local, la qualité de vie, les services et le numérique derrière tout ça.
s'il y a un entrepreneur qui est capable de me faire un système d'allocation des places rares dans les différents systèmes de services publics, c'est quoi les places rares? C'est la place dans l'atelier dans les rythmes scolaires, c'est la crèche sans urgence, c'est-à-dire le fait où de toute façon la puissance publique gère, quoi qu'elle en dise, elle gère un peu la pénurie. Il y a de toute façon plus de demandes que d'offres. Et la pire façon de faire, ça va être de faire des inscriptions qui sont extrêmement... voilà. S'il y a quelqu'un qui est capable de... Je ne suis pas sûr de m'exprimer clairement, mais de fluidifier complètement l'allocation des places disponibles au jour le jour avec un système de tarification ou de réservation rapide, ça c'est vachement précieux. Vous pouvez me joindre au Havre, sur le site de la ville. Merci à tous les deux. Nicolas, pour un mot de conclusion. Alors, il se trouve que dans le portefeuille de The Family, il y a une start-up qui s'appelle Switch qui a opéré un temps un service à San Francisco d'allocation des places rares de stationnement, avec un système de réservation-libération où en gros on vous incite à garder la place jusqu'à ce que le suivant arrive. Et au passage, vous prenez un jeton, vous le redonnez à la sortie, etc. Et il y a une sorte d'intéressement communautaire. Alors je ne dis pas que cette start-up peut résoudre toutes les places rares dans toutes les dimensions, surtout qu'elle est plutôt à San Francisco maintenant, mais voilà, absolument. Moi, peut-être en conclusion, je voudrais aborder 2 points. D'abord, rebondir sur la question de l'open data. L'open data, ce n'est qu'une étape parmi 2. Parce que si on ouvre l'open data, on crée de la valeur pour les utilisateurs finaux qui vont profiter des nouveaux services développés grâce à l'open data. Mais rien ne dit que ces nouveaux services seront développés par des entreprises locales. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir l'écosystème de capital risque pour financer de l'innovation locale qui va s'emparer de l'open data pour créer de la valeur locale. Sinon, ça finit toujours pareil. C'est d'ailleurs un argument qu'utilise la SNCF pour repousser l'open data plus loin, plus tard. C'est parce que sinon, il n'y a que Google qui est capable de s'emparer des data et de créer de la valeur avec. Donc l'open data, en quelque sorte, est un nouveau transfert de richesse de la France vers les États-Unis. Ensuite, je voudrais rappeler un dernier point, c'est qu'un centre de R&D n'est pas un siège. On entend beaucoup le discours que vous avez dit, c'est-à-dire, certes, on n'a pas les sièges, mais au moins, on garde les centres de R&D. Et ce qui rejoint ce que disait Laurent Davzy juste avant sur notre excellence dans l'informatique, dans les statistiques, etc. C'est en grande partie une illusion, cette excellence, et le fait que les centres de R&D restent ici. Ils restent ici pour des raisons en grande partie fiscales, c'est notre crédit d'impôt recherche qui coûte des milliards par ailleurs. Et le fait d'avoir les centres de R&D ne veut pas dire que la valeur se fixe sur le territoire, parce que je disais tout à l'heure que la fiscalité m'a révélé un peu la géographie de la valeur dans l'économie numérique, et révèle aussi ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. En fiscalité, dans la décomposition fonctionnelle des activités des entreprises pour déterminer là où elles doivent déclarer leurs bénéfices, la R&D est une fonction qu'on appelle routinière, parce que la R&D n'est pas considérée dans les matrices comme créant beaucoup de valeur. La R&D, ça crée des choses dont parfois s'emparent les entrepreneurs pour créer de la valeur avec, mais la valeur se crée là où l'entrepreneur noue un lien avec ses clients, pas là où la R&D se fait. Et donc, tant qu'on reste spécialisé dans la R&D, on fait une croix sur la valeur que crée l'économie numérique, et ce n'est pas sur nos territoires qu'elle se localise, et ce n'est pas notre revenu national qu'elle vient abonder en quelque sorte. Merci à vous tous. Très bonne soirée. Merci pour ces échanges.